Chers téléspectateurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Comme la fois dernière, aujourd'hui encore nous allons reparler des concertations sur fond du conclave qu'a organisé l'opposition congolaise, cette opposition qui rejette en bloc ces assises telles que convoquées par le chef de l'État. Alors nous allons ensemble essayer de revenir sur les différentes résolutions prises lors de ce conclave de l'opposition. Pourquoi refuse-t-elle de participer à ces assises, à ces concertations pourtant tant attendues et tant réclamées par ces mêmes opposants? Pour en parler, nous avons échangé pour vous avec un député provincial, cadre de l'Union pour la Nation congolaise, le parti cher à Vital Kamerhe. Il s'agit de Jolino Makelele. Suivez ces échanges et on se retrouve juste après. L'opposition politique avait pris conscience de l'ordonnance signée par M. Kabila convoquant les concertations nationales. Et elle a eu à en débattre à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue à CEPAS le 1er juillet et à l'issue de laquelle une décision avait été prise, une position plus exactement avait été prise et qui s'est résumée en ceci, c'est-à-dire que nous considérions, nous l'opposition, que l'ordonnance telle qu'elle a été prise ne nous agréait pas tant dans sa forme que dans le fond. Et dans sa forme en particulier, le fait que le président de la République ait pu convoquer les concertations à la place du dialogue national et deuxièmement le fait qu'il a indiqué du moins les grandes lignes du règlement intérieur, même si ça devait être fait plus tard. Il a déterminé les organes de cette concertation. Il a fait de ces concertations quasiment un forum d'entérinement des décisions de la mouvance présidentielle, en ce que le nombre des participants de la majorité présidentielle serait largement au-delà de ce qui est raisonnable. Toujours sur la forme, nous avons regretté également qu'il se soit écarté largement de l'esprit et de la lettre des accords d'Addis Abeba et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Donc, toutes ces choses nous ont obligés à nous réunir, à prendre une position, celle que vous connaissez, la position de l'opposition du 1er juillet, et il est apparu approprié à l'opposition politique, par ailleurs, de pouvoir se concerter davantage en vue de réagir à cette situation de manière un peu plus globale et à prévenir toute velléité de la part de la mouvance présidentielle à persister dans son choix. C'est ce qui a conduit à la convocation du conclave de l'opposition. On dit par exemple que l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, en collaboration avec le représentant spécial de la République démocratique du Congo et avec le concours voulu de celui-ci, est appelé à diriger, à coordonner, à évaluer l'application des engagements nationaux pris dans le cadre de l'accord cadre. Vous avez bien entendu, il est demandé à celui-ci de diriger, de coordonner et d'évaluer. Il est dit par ailleurs, ça c'est l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Et à l'envoyé spécial, il est demandé également de conduire un processus politique global, ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. Alors, au représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo, il est demandé, en collaboration avec l'envoyé spécial de la région des Grands Lacs, de soutenir, écoutez bien les mots, de coordonner, d'évaluer l'application en République démocratique du Congo des engagements internationaux pris à Addis Abeba. Donc, il s'agit bien d'un processus qui n'est pas celui laissé unilatéralement à la merci de M. Kabila. Je n'ai pas inventé, ça c'est la résolution 2098 qui elle-même trouve sa source dans les accords cadres d'Addis Abeba. Donc, ce faisant, vous voyez bien que M. Kabila, en prenant unilatéralement une ordonnance où il convoque les concertations nationales, il institue les organes, un présidium, et puis surtout il va au-delà. Il va même au-delà de ce que lui avaient recommandé les présidents du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, qui, eux, se sont basés sur ces accords-là.
Mais dans l'ordonnance, lui, il a laissé cet accord en marge. Donc pour nous, nous avons constaté que M. Kabila a commencé déjà à vouloir tricher. Et pourquoi? Tout simplement pour se donner une majorité numérique au sein de ce cadre, les concertations nationales, qui lui permettrait par la suite de modifier la Constitution, puisqu'ils ont envie de faire 20 ans au pouvoir, et de modifier la Constitution, et de manière à casser l'article 220 qui est réputé verrouillé, mais avec une majorité factice à l'intérieur, faire en sorte que ces décisions puissent être opposables à tout le monde et qui permettent donc de modifier la Constitution. Donc nous avons dit non. Je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs commissions, notamment une commission dite cahier de charges, qui s'occupait c'est-à-dire dans l'hypothèse où M. Kabila, parce que nous, qu'est-ce que nous disons en résumé dans ce conclave? Nous disons pas question d'aller à ces concertations. Dans ce format-là. Deuxièmement, donc, nous voulons un dialogue inclusif et transparent, tel que demandé dans l'accord d'Addis Abeba et dans la résolution 2098, c'est-à-dire incluant tout le monde. Et nous ne voulons pas des concertations ou d'un dialogue où il y a déjà une majorité numérique. Vous vous rendez compte? La participation des institutions comme l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, le gouvernorat. Mais nonobstant le fait que plusieurs de leurs membres avaient été élus sous des tickets de l'opposition, elles ont presque tous basculé dans le camp de la majorité. Donc il y a eu déjà une majorité écrasante et numérique en faveur de la majorité présidentielle, ce qui fausse d'emblée, sans parler d'une certaine société civile qui est régentée par la mouvance présidentielle. Donc bref, nous avons dit, le constat est clair, illégitimité, nous devons en débattre. La misère de la population, nous devons en débattre. 3, le format. Il lui appartenait de dire seulement que je convoque le dialogue national et il demande à l'opposition, à la majorité, de se mettre d'accord et à la société civile pour créer un comité qui devait statuer sur le règlement intérieur, sur le format, sur le suivi des résolutions qui découleraient de ce dialogue national. Il ne l'a pas fait. Et l'injustice, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le plan numérique. En fait, il veut s'octroyer une majorité numérique pour que demain, ils rendent ce forum, ils rendent les décisions de ce forum comme opposables à tous, mais dans le sens de son avantage. Pour nous, il y a des députés, nos députés, avec tout ce que vous savez qui s'est passé, ont été élus. Mais il y en a d'autres, surtout ceux de la majorité, n'ont pas été élus. Et d'ailleurs, c'est là qu'a commencé la tricherie, ou plutôt la tentative de tricherie qui devrait aboutir à la modification de l'article 220 de la Constitution sur le nombre de mandats du chef de l'État. C'est qu'on voulait se constituer une majorité factice permettant par la suite d'avoir les 3/5 des députés et sénateurs membres du Congrès en vue de modifier la Constitution. Donc bref, pour nous, ça a commencé là. Et nous avons dit que c'est pas normal que cette institution, l'institution président de la République, l'institution Assemblée nationale puisse manquer de légitimité. Donc il va falloir qu'on y parle. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons constaté que le Sénat également n'a plus la légitimité, même si sur le plan légal, on peut dire que aussi bien le Sénat que les assemblées provinciales ont un fondement légal, puisque leur mandat il ne cesse de siéger qu'au moment de l'entrée en fonction de nouveaux sénateurs ou de députés. Donc, ceci n'étant pas réalisé, ils sont en droit de continuer. Mais il n'y a pas de légitimité. Donc, le peuple n'a pas donné son onction à ses députés provinciaux et à ses sénateurs pour continuer à parler en son nom. La résolution du 1er juillet, vous l'avez vu, nous l'avons faite, bien qu'elle ait été préparée, mais elle était lue, je crois, en 1 heure, nous l'avons exposée. Et même dans sa préparation, je crois que ça n'a pas pris, parce que le constat était le même, ça n'a pas pris, tant sur l'ordonnance que sur le malheur qui frappe les Congolais, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Mais nous avons estimé que nous devions aller en profondeur, d'où la constitution de ces commissions-là, les commissions thématiques. La commission qui était chargée d'analyser l'ordonnance présidentielle en question, la commission qui était chargée de voir l'aspect révision de la Constitution, la commission qui était chargée
de regarder le cahier des charges, les revendications que l'opposition pourrait amener au dialogue. Ça, nous ne l'avons jamais fait. Nous ne l'avons jamais fait et d'une manière structurée, nous l'avons fait cette fois-ci. Et il y a aussi une commission qui est chargée de l'organisation de l'opposition dans la perspective de la désignation de son porte-parole. Et puis il y a une commission chargée du règlement d'ordre intérieur de l'opposition. Bref, vous voyez que tout ça a exigé de l'énergie, de l'intelligence, du temps, du sacrifice, tout ce qui n'a pas manqué à ceux qui ont fait partie de ce conclave. Je ne veux pas parler au nom de membres de l'UFC, encore moins au nom du président du Sénat, mais je dois constater avec vous d'ailleurs que c'est quelque chose qui doit interpeller M. Kabila. Il nomme au présidium le président de l'Assemblée nationale, Minaku, et le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Mais les partisans de Léon Kengo Adondo estiment que les concertations telles qu'elles ont été convoquées ne sont conformes ni à la lettre ni à l'esprit de l'accord d'Addis Abeba ni de la résolution 2098. Ce sont des bons esprits, des nationalistes qui ont estimé qu'ils ne peuvent pas aller. Et même le président Kengo, il a dû, je ne vais pas parler en son nom, mais il a dû être frustré lorsque dans le projet d'ordonnance qu'il formule à l'égard du président Kabila, il demande que tout cela se fasse conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098 dont je viens de vous lire des extraits ici, et qu'il ne trouve rien de tout cela, que M. Kabila avait tout régenté avec sa majorité, mais il y a de quoi être frustré. C'est peut-être cela qui explique que ces partisans, qui sûrement n'ont pas dû agir motu proprio, ont dû prendre en compte les intérêts du peuple et plutôt que d'autres considérations. Vous savez, il s'est même répandu pendant ce conclave une rumeur selon laquelle M. Kabila aurait remis 3 millions de dollars aux participants. Mais, il fallait voir la tête de ces gens. Nous nous sommes cotisés avec nos petits francs pour nous louer la salle, pour nous acheter quelques croissants et de l'eau. Mais nous étions pauvres. Nous étions des enfants pauvres, mais riches en idées et surtout en perspective d'avenir pour le Congolais. Et donc c'est ce qui a fait que nous avons ces préalables-là, en tout cas pour mon parti, c'est incontournable. Nous n'irons pas dans un forum où on parlera de partage du pouvoir. Ça, c'est exclu. En tout cas, pour l'ensemble de l'opposition et particulièrement pour mon président, Vital Kamerhe, qui l'a dit pour le compte de l'UNC. Nous n'irons pas donc pour partager les pouvoirs, ni pour aller dans un gouvernement d'union nationale. L'UNC, c'est clair. Nous sommes dans l'opposition, nous venons débattre de tout cela, proposer les solutions, parce que après tout, c'est au gouvernement de faire tout cela. M. Kabila disait que tout marchait très bien. Mais la cohésion, pourquoi il convoque maintenant les concertations? Il faut que quelqu'un me l'explique. Pourquoi il convoque les concertations? Parce que tout va bien. Il est légitime et la guerre, il a les moyens de faire la guerre. Pendant que nous lui demandions de faire tout cela, il disait non. Il a attendu que Goma tombe pour écouter mon président dans sa volonté de faire le dialogue national. Et une fois parti, il n'y aurait pas eu de dialogue. Mais quand on dialogue avec les rebelles qui tuent, qui violent nos mamans, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas dialoguer avec les paisibles citoyens qui n'ont pour seul défaut que d'être encartés dans un parti politique? Et quand on me dit on ne peut pas chaque fois mettre tout cela sous l'égide des Nations Unies, mais s'il vous plaît, où on a été négocié avec les rebelles du M23? C'est pas à Kampala, même à Kigali, où se trouvent nos pires adversaires? On a été là-bas, on a accepté d'être chapeauté par les Nations Unies. Et maintenant, pour le plus gros, c'est-à-dire les véritables causes, qui est un représentant de l'envoyé spécial des Nations Unies et le représentant des Nations Unies à Kinshasa, qui supervise tout cela, afin de mettre les gens en situation de confiance. Vous ne voulez pas, c'est que vous avez des arrière-pensées. Ces arrière-pensées, on le sait, cette majorité, elle veut un homme providentiel qui fasse 20 ans au pouvoir
C'est-à-dire dans ce pays, il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'un seul Congolais sur les 70 millions qui puisse sauver ce Congo. Mais nous pensons le contraire. Nous pensons que les Congolais, les 70 millions, ont le droit d'en choisir un autre, et surtout en respectant la Constitution. Madame, respecter la Constitution, c'est-à-dire un article, lorsqu'il est déclaré verrouillé, c'est la volonté populaire assise à Sun City et agréé par le référendum. C'est cette volonté qu'il a décidé. C'est pas un homme, c'est pas un cénacle, c'est pas un parti qui va décider qu'on change le nombre de mandats du chef de l'État. Touche pas à ma Constitution. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ces échanges avec le député provincial cadre de l'UNC, Jolino Makelele. J'espère que chacun d'entre vous est arrivé à se faire une idée sur les contours, les contextes qui ont entouré ce conclave de l'opposition. Nous vous remercions donc d'avoir été très nombreux à le suivre et vous promettons de vous retrouver très prochainement avec un autre invité dans un autre sujet, toujours dans le cadre de votre émission Un homme, un concept.